Heureusement, je suis avec Monsieur Hervé Choseville, que vous connaissez bien, que nous n'avons plus à présenter sur Radio Mouri, du moins de façon longue. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la région des Grands Lacs et qui a écrit pas mal de livres. Bon, j'en connais pas le nombre, mais quelques-uns et qui parle justement de cette région, des malheurs qu'a subi cette région, dont celui qu'il vous montre, 25 années Rwanda, 25 années de mensonges et pas mal d'autres. Voilà, merci Hervé de d'accepter notre invitation de ce soir pour parler encore une fois des malheurs qui s'abattent sur l'Est de la RDC. Bienvenue, bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous également et bonsoir à tous nos vidéos spectateurs et auditeurs. Bon, écoutez, je suis heureux comme toujours d'être avec vous. Nos amis vont arriver en retard. Moi, je risque de partir en avance. Hein. Je préfère vous prévenir. Vous y avez droit vraiment. Voilà. J'ai un emploi du temps assez chargé ces temps-ci parce que je viens de sortir 2 livres qui n'ont rien à voir avec l'Afrique des Grands Lacs, mais toutes ces activités liées à l'écriture, à la publication, à la diffusion, à la promotion de nouveaux livres, d'autant plus que là, cette fois-ci, il y en a 2. Ça me prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai un emploi du temps assez serré. Et puis, en plus, très bientôt, je vais partir en voyage. Je vais remettre sur les pieds sur un petit morceau du continent africain. Oui, d'ailleurs, permettez-moi de vous féliciter pour justement, je vous suis sur les réseaux sociaux. C'est un grand travail que vous faites, que d'écrire, de publier, de faire les promotions. Je vous suis. Et mes félicitations les plus profondes vraiment vont sur le travail que vous faites pour faire rencontrer les cultures du monde. Ce n'est pas, comme vous le dites, c'est pas seulement à la région des Grands Lacs que vous intéressez, mais à d'autres cultures du monde, d'Asie, d'Amérique du Sud, de partout dans le monde. Euh, vous êtes quelqu'un vraiment important pour la culture, l'interculturalité. Très modestement, je vous dirais que, plutôt très immodestement, je vous dirais que je suis heureux parfois de servir de point de rencontre entre des gens qui normalement ne se rencontreraient pas ou qui ne se parleraient pas, puisque j'essaye au maximum de ne pas être catalogué comme le spécialiste entre guillemets des Grands Lacs et de ne n'être connu que pour ce que j'ai pu écrire ou faire dans le passé dans cette région des Grands Lacs. Il en va de même puisque je suis quand même j'étais au départ tourné vers l'Extrême-Orient, puisque je suis diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il en allait de même autrefois, je ne voulais pas être catalogué uniquement comme étant celui qui s'intéressait à l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, je vais porter mes regards sur d'autres horizons, tels que l'Arménie et le Haut-Karabakh, tels que l'Ukraine, tels que l'Amazonie. Donc, si je peux permettre une rencontre ou une convergence, parce que finalement, on retrouve des problématiques parfois un petit peu similaires, même si les acteurs sont différents, mais les problématiques, par exemple, entre cultivateurs et éleveurs, on les retrouve partout, pas seulement dans la région des Grands Lacs. Des similitudes aussi entre les différents dictateurs et... Absolument. Absolument, absolument. Oui. Pas plus tard que ce matin, j'ai relayé un article, je me souviens plus, ça venait enfin ça venait de la région des Grands Lacs, sur
cette mission qui a été faite dans Kiichi, c'est Kiichi que ça s'appelle, je crois, Chichiché, l'endroit où, Chichiché. Kiichi, l'endroit où il y a eu le massacre. Et donc, depuis que le M23 a quitté cette zone, des observateurs ont pu se rendre sur les lieux et on leur a montré les fosses communes. Ils ont recueilli des témoignages accablants sur la manière de faire, la manière d'agir de ces hommes sans foi ni loi qui ont, voilà, c'est ça, qui ont massacré tous les hommes à partir de 14 ans. Vous vous rendez compte, à partir de 14 ans. Oui. Eh bien, ce genre de... Ce que j'ai dit dans mon post sur les réseaux sociaux, en relayant cet article, c'est que non, non, ce n'est pas Poutine qui a fait ça. Non, non, ça ne se passe pas en Ukraine. Ça se passe au Congo. Et le, le responsable, pour ne pas dire le perpétrateur de ce massacre, c'est Kagame. Donc, voilà, deux dictateurs, mais l'un, Poutine, qui est à la tête du plus grand pays du monde, au moins par la superficie, fait l'objet de l'opprobre international actuellement et l'objet de sanctions justifiées. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tout à fait justifiées. Mais de l'autre côté, on a un autre dictateur d'un tout petit pays par rapport à la Russie, mais qui bénéficie de, j'ose pas dire étrangement, parce que pour moi, c'est pas étrange, mais pour les gens naïfs, ça peut paraître étrange. Ce dictateur bénéficie de la bienveillance des grands acteurs de la communauté internationale et on lui déroule le tapis rouge et on subventionne, entre guillemets, son budget pour lui permettre de continuer à rester au pouvoir indéfiniment. Oui, merci de me faire entrer justement dans le vif de l'émission de ce soir, parce que justement, l'objet de l'émission, c'est de voir le modus operandi de tel ou tel autre dictateur ou je ne sais pas comment on peut les appeler. Euh, Autocrate. oui. En tout cas, meurtriers, hein, des meurtriers euh, qui commettent des meurtres de masse, qui commettent ce qu'on pourrait peut-être qualifier je ne sais pas, peut-être de génocide plus tard, si on y regarde de très près. Donc, l'Est de la RDC a subi, c'est depuis 28 ans que l'Est de la RDC subit des cruautés, une population vraiment meurtrie qui a subi ce que même les Nations Unies ont appelé génocide dans dans le rapport mapping qui a été fait par les experts des Nations Unies et dans différents rapports qu'ils font sur cette région. Euh, les derniers meurtres, c'est ceux que vous venez de signaler. Je les ai lus. Bon, ça fait pas 2 heures. J'étais dans la salle d'attente de mon médecin. Euh, je m'occupais, je lisais et je suis tombé sur cet article de TV5 Monde. Ce n'est pas n'importe quel média. Donc, j'ai tout de suite accordé la crédibilité à ce média qui parlait. C'était un article qui a été écrit aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le 11 avril, et il a été mis en ligne à 11h27. Donc, je l'ai vu avec quelques heures de retard. Donc, un article qui m'a choqué. Je l'ai tout de suite euh, associé au sujet que j'avais préparé aujourd'hui, parce que tous les crimes, tous les meurtres qui ont été commis à l'est de la RDC portent un même
modus operandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meurtrier est le même. Alors, si on voit comment ces gens du M23, que nul ne doute plus qu'ils sont soutenus par le Rwanda, ou alors que même l'armée rwandaise. Créé par le Rwanda, non pas soutenu, mais créé de toutes pièces. Créé de toutes pièces par le Rwanda et dont les combattants sont les militaires de l'armée rwandaise, de Kagame. Donc, ce qui ne m'a pas étonné en lisant cet article, que le modus operandi soit le même que celui qu'on a connu au Rwanda, celui qu'on a connu, nous allons en parler tout à l'heure, le meurtre de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Alors je me suis dit, mais finalement, tout concorde. On ne va pas lire l'article, d'ailleurs il est long, il est plus ou moins long, mais ne fût-ce que le titre, vous le voyez, c'est l'Est de la RDC, les cadavres et les fosses communes à Kishiché après le départ du M23. Donc, ils disent qu'ils se retirent de différents territoires qu'ils avaient occupés, mais derrière eux, ils laissent les cadavres et les fosses communes remplies de corps. D'ailleurs, il y a certains territoires qui ne veulent pas quitter et moi, je suis en contact avec la société civile de là-bas, je suis en contact avec les mouvements citoyens de là-bas et tous sont d'accord qu'ils sont en train d'effacer les traces de tous les crimes qu'ils ont commis là-bas. Alors, ils ne veulent pas quitter tout de suite parce que, justement, ils sont très occupés à effacer les traces de leurs crimes. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Excusez-moi pour cette introduction. Voilà. Et rappelez-vous, il y a presque un an, je crois, quand les Russes se sont retirés de Boutcha et que les Ukrainiens ont trouvé des évidences de crimes de guerre et une ou deux fosses communes. Rappelez-vous de l'indignation internationale, rappelez-vous de ces unes de journaux, de télévision pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines même, au sujet de ces atrocités de Boutcha. Je ne cherche pas à comparer ce qui n'est pas comparable et les situations qui ne sont pas comparables, mais les crimes qui ont été commis à Boutcha, aussi terribles soient-ils, concernaient quelques dizaines de personnes. Or là, dans cette localité de Kishiché, contrairement à ce qu'affirmait la propagande de Kigali, il ne s'agit pas de 17 ou de 20 cadavres qu'on a retrouvés, mais il s'agit de au moins une centaine et certainement plus d'une centaine, peut-être plusieurs centaines, puisque là, on a assisté, selon les témoins, à l'élimination systématique de toute la population masculine d'un âge supérieur, à partir de 14 ans en tout cas, de tout un secteur. Donc là, on a affaire, bien évidemment, à un crime de masse qui n'a pas été commis dans, comment dirais-je, dans le cadre d'un... Qui était prémédité. Ça a été prémédité parce qu'on ne décide pas de faire du porte-à-porte pour sortir tous les hommes et tous les garçons de plus de 14 ans et de les exécuter systématiquement. On ne fait pas ça sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été planifié, bien évidemment. Ça a été tellement planifié que ils ont amené 3 journalistes du Rwanda pour couvrir donc, ces macabres actions et pour disons, les blanchir dans leurs articles devant la communauté internationale. J'ai lu tout l'article ligne par ligne, mot par mot, et c'est un article de référence. Chaque action qu'ils ont commise, ça montrait que c'était planifié, c'était étudié, ça avait été préparé
plusieurs jours à l'avance. C'est vraiment un article qui pourrait faire, en tout cas, bouger certaines personnes. Et encore, D'autant que cet oui, article n'est pas le seul, puisque celui que j'ai partagé, moi, en ce qui me concerne ce matin, ne provenait pas de TV5 Monde, c'était une autre source. Donc, je pense que il y a eu plusieurs journalistes qui se sont rendus sans doute en même temps après le départ du M23 pour enquêter dans ce secteur et que chacun a produit un article qui a été publié dans différentes publications. certainement, chacun ou chaque média a ses sources et toutes les sources présentent les événements tels que ils les ont trouvés. Je ne peux pas vous montrer sur mon téléphone les messages et les témoignages que m'envoient les sociétés civiles de là-bas, les mouvements citoyens qui, eux, c'est eux la population, c'est eux qui sont meurtris, donc c'est eux les premiers témoins. Ils parlent de millions de gens qui, en tout cas, ont été ou tués ou blessés ou violés par le M23, le nouveau M23 récent. Donc, c'est terrible quand ça s'ajoute euh, à d'autres millions que le Rwanda a commis, des millions de meurtres, de crimes que le Rwanda a commis, tels que décrits dans le mapping report. On se dit, mais qu'attend le monde pour vraiment agir? Parce que Hervé Choseville, vous avez vu au Rwanda, la communauté internationale a voulu très vite agir, mais le FPR l'a interdit. Ils ont voulu tout de suite, avant fin juin, plutôt avril, donc depuis, c'était 2 à 3 semaines que le génocide avait commencé, et les Nations Unies ont voulu augmenter les militaires de la MINUAR qui étaient là, mais non, Si je puis me le FPR, permettre, si oui. je puis me permettre de vous, non pas de vous contredire, mais d'apporter un complément d'informations historiques sur cette triste période. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que la France, par la voix de son représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies, avait demandé un renforcement de la force de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda. Mais que malheureusement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont également membres du Conseil de sécurité, certainement appuyés par d'autres pays non membres du Conseil de sécurité, ont poussé dans le sens contraire. Non seulement ils ont rejeté la demande française, mais en plus, ils ont exigé une réduction, une évacuation presque totale de cette force des Nations Unies. Ce qui a fini par être fait d'ailleurs. Ce qui fait que le squelette de force qui restait sur le terrain s'est avéré bien sûr impuissant face au déferlement de violence et de massacres qui s'en est suivi. Donc, et là, si je dis ça, je ne parle pas en tant que Français, pas du tout. Quand il s'agit de condamner la France, comme je le fais en ce moment sur sa position, par exemple en ce qui concerne Taïwan, je le fais sans embâche. Je n'ai aucune allégeance particulière à un pays en matière de politique internationale. Mais vous, Mais là, dans ce monsieur cas-là, Hervé Joséville, vous n'avez pas à vous excuser parce que ce sont des mais choses qui ont été documentées tout à par fait. Mais plusieurs dans ce sources. cas-là, on a tellement couvert d'opprobre la France par la suite, après la victoire du FPR, sur son rôle supposé dans ce génocide, qu'il est tout à fait singulier de dire de manière tout à fait froide d'un point de vue historique
que c'est la France qui a utilisé pour la première fois le terme génocide en ce qui concerne le Rwanda, et c'est la France qui a plaidé pour un renforcement de la force des Nations Unies au Rwanda au début de ce génocide. On ne s'étonne pas que justement ils se sont retournés contre la France parce que la France allait à contre-courant de ce qu'ils voulaient. Il y a une Bien lettre. sûr, parce que de toute façon, les États-Unis et peut-être d'autres pays derrière les États-Unis, mais enfin en particulier les États-Unis, avaient déjà écrit le scénario. Ils avaient déjà leur homme. Leur homme devait faire son entrée en scène et devait arriver au pouvoir. C'était écrit. C'était écrit en tout cas Le sur le génocide scénario devait de la être CIA. consommé. Le génocide devait Bien être sûr, consommé pour bien sûr. qu'il Donc, puisse agir. donc un renforcement de la force des Nations Unies à ce moment-là où tout avait été fait pour que l'homme choisi par les Américains arrive au pouvoir, un tel renforcement aurait pu soit ralentir, soit peut-être même empêcher l'homme en question d'arriver au pouvoir. Donc, il fallait bien sûr s'opposer à la demande de la France. Non, au lieu de renforcer les troupes qui étaient au Rwanda, les troupes de l'ONU qui étaient au Rwanda, non, ils l'ont réduit et il est resté seulement 10% Oui, des troupes qui étaient au Rwanda. Comme vous le oui. dites, ils ne pouvaient Vous pas savez, faire il est grand-chose. facile de blâmer les Nations Unies. Moi-même, j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai travaillé pour notamment, entre beaucoup d'autres choses, pour une opération de maintien de la paix au Mozambique, à la fin après la fin de la guerre civile mozambicaine. Donc, je dirais, euh, c'est très facile de critiquer une opération des Nations Unies. C'est le cas actuellement au Congo de la part des Congolais frustrés devant l'impuissance des Nations Unies. Mais ce que le général de Gaulle appelait le machin, c'est-à-dire les Nations Unies, qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? Ce n'est pas un État qui prend des décisions. Les Nations Unies, ce n'est que le reflet de ce n'est que la multiplication de l'impuissance de 190 États ou 194 États, je ne sais pas combien. Donc le machin, eh ben, il est difficile à bouger et il ne peut pas bouger dans un sens si une partie de ce qui la compose, c'est-à-dire une partie des États, s'oppose à ce qu'elle bouge dans un certain sens. Donc voilà, c'est une conjonction d'impuissance, les Nations Unies. Mais on ne peut pas condamner les Nations Unies en tant que telles. Il faut condamner les États qui agissent pour que les Nations Unies soient impuissantes. Voilà, après, je dirais, ce terrain ou cette plateforme de notre émission, justement, qui parlait des acteurs et de leurs actions pendant que les dictateurs sanguinaires commettent des crimes sur des populations civiles sans armes, justement. Nous entrons dans le point du jour qui est l'Est de la RDC où des crimes ont toujours été commis par millions et qu'ils continuent toujours à être commis par milliers et que justement les grands acteurs restent bras croisés comme s'ils n'avaient rien eu, comme s'ils ne lisaient pas les articles comme nous venons de dire, de lire les articles d'aujourd'hui. Voilà, c'est malheureux des dictateurs criminels qui sont accueillis et à qui on déroule le tapis rouge. C'est vraiment regrettable. Heureusement que nous avons maintenant quelqu'un, un grand routier des droits de l'homme, de la lutte des droits de l'homme, qui peut aussi nous apporter son appui ou sa lumière sur ces crimes, justement, et le modus operandi de ces crimes qui sont commis, qui ont été commis et qui continuent à se commettre à l'est de la RDC et qui ont la marque de l'armée rwandaise de Kagame. Monsieur Théobald Rutihunza, bonsoir. Vous allez bien à Lyon? Oui, bonsoir Aloïse. Comment allez-vous?
On fait aller. Ok, ça va, nous nous portons bien en Lyon. On est Voilà, donc avec je le crois printemps que qui commence. nous venons juste de commencer l'émission, mais justement, je viens de dire que tu peux en dire plus concernant les violations des droits humains. C'est n'importe quel droit humain. Ce sont des crimes sur les populations civiles non armées qui ont été des crimes qui ont été commis depuis des années et qui portent la marque justement parce que ces mêmes crimes ont été commis au Rwanda. C'est vraiment ici, tu en connais un rayon à ce propos. Tu es président de Riprodor, réseau international, je ne sais pas si je dis bien l'abréviation, c'est Réseau international pour la promotion des droits de l'homme ou quelque chose comme ça, et qui travaille sur justement l'Afrique des Grands Lacs. Ces crimes, vous en avez étudié, vous en avez relevé, et ça porte toujours la marque des RADF. Oui, je vous remercie et je voudrais aussi vous dire mon enchantement de rencontrer M. Hervé, parce que j'entendais parler de lui sans le connaître. Je suis très heureux de le voir. Voilà, c'est l'occasion. Bon, s'agissant des crimes qui endeuillent notre région, on peut commencer par des agressions répétitives du Rwanda sur la RDC, la République démocratique du Congo. Donc ces agressions datent d'à peu près 1996. Depuis 1996, avec la première agression qu'on baptisait la guerre mondiale du Congo, la première guerre mondiale du Congo, il s'en est suivi d'autres guerres qui ont été baptisées différemment, mais qui étaient orchestrées par le même auteur qui les patronnait et qui agissait pareillement. Donc, ces guerres-là ont causé des souffrances incommensurables et personne n'a pu supporter le poids de ces guerres. Et ce qui nous a étonnés jusqu'à présent, c'est que la communauté internationale est restée silencieuse et n'a pas réagi comme il se devait concernant cette guerre, mais qui justement avait des ramifications ou qui avait des sources ailleurs. Excusez-moi, vous parlez justement de ces guerres d'agression. Les guerres d'agression d'un État à un État constituent un crime à lui seul et qui est punissable par le droit international. Donc, de pays à pays, c'est un crime normalement qui est puni par le tribunal ou la Cour pénale internationale. Mais le tribunal réagit quand il est saisi. Jusqu'à nos jours, il n'y a aucun tribunal qui est saisi de cette question. Donc, n'attendez pas qu'il y aura des réactions si justement il y a implication des grandes puissances. Mais excusez-moi, Monsieur Théobald Rutiunza, la RDC a porté plainte
contre le Rwanda, contre l'Ouganda, et l'Ouganda seul a été puni, a été jugé, mais le Rwanda, c'est auprès de la Cour pénale internationale, si je ne m'abuse, et le Rwanda, comme il n'a pas signé la Convention de Rome, lui n'a pas été justement puni et n'a pas été responsable de ses actes. Pourtant, c'est plus le Rwanda qui a commis ces crimes. Ce qui est dommage parce que la communauté internationale devrait aller au-delà de ces conventions lorsqu'il y a crime tel que d'une ampleur que vous venez de nous décrire, c'est fort regrettable. Ça va dans le sens de ce que nous parlions avec Hervé Joséphine, que la communauté internationale semble fermer les yeux devant ces malheurs. Bon, le procès le procès entre la RDC et le Rwanda n'a pas eu lieu parce que justement, il n'y a pas eu de plainte. Pourquoi? Parce que la plupart des criminels, des présumés criminels, sont des deux côtés et se trouvent dans la haute hiérarchie des deux pouvoirs. Vous avez le président Kabila qui s'est toujours montré très compatissant envers le Rwanda, qui s'est montré complice et qui n'a pas réagi, mais il est cité aussi dans les rapports d'agression. Vous savez aussi comme moi que monsieur Joseph Kabila a été formé par la RDF. Il est entré dans l'armée par la porte du Rwanda. Et il a gagné des galons et des galons en passant par là. Donc, il restait complice et reconnaissant. Donc, la RDC n'a pas porté plainte contre le Rwanda, encore que le Rwanda n'est pas signataire de la CPI. Il n'est pas signataire de la Convention. Oui, c'est vrai. Bon, la situation en RDC est historiquement assez complexe parce que, justement, les agresseurs, les criminels rwandais, ils ont tellement infiltré le système congolais que donc tout était paralysé. Joseph Matata, qui est aussi un routier de la lutte contre pour les droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et l'injustice. Joseph Matata, bonsoir. Bonsoir, j'en profite pour saluer M. Joséville, mon frère Ruti Konza, et toi, Aloïs. Bonsoir, bonsoir. Je suis en retard, mais vous me posez la question pour savoir ce qui se passe. Nous parlons ici des crimes qui ont été commis en RDC, à l'est de la RDC. Nous avons relaté l'historique de tous ces crimes. Nous arrivons maintenant aux crimes actuels parce que le M23 à l'ADF raconte des mensonges comme quoi il se retire de certains territoires, mais il ne se retire pas complètement, il laisse des gens en civil dans ces régions. Et quel est le rôle de ces gens en civil? C'est celui, d'après mes informations qui me viennent des mouvements citoyens et de la société civile, ces gens en civil restent pour effacer, pour intimider les citoyens, la population qui va revenir dans leur propriété, pour les intimider pour qu'ils ne dénoncent pas les crimes qu'ils ont commis auprès de cette population. Voilà, ils sont en civil,
Mais ils sont là pour intimider cette population et pour effacer toutes les traces des crimes. Néanmoins, on a montré un article qui a été écrit aujourd'hui par TV5 Monde. Néanmoins, certains médias, certains journalistes, certaines personnes de la société civile sont allés voir les endroits qu'ils ont quittés et partout, ce sont des fosses communes, partout, ce sont les corps. Voilà. Joseph Matata, c'était voilà, pour te faire entrer dans l'émission, c'était modus operandi bien connu, Joseph Matata. Bon, je tiens d'abord à souligner que le malheur pour notre région, le malheur maintenant pour pratiquement tous les crimes qui ont été commis à travers le monde depuis l'extermination des Indiens d'Amérique, c'est un problème d'impunité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont arrogés le droit d'exterminer d'autres en toute impunité. Et qui, dès qu'on leur parle de leurs crimes, ils se fâchent, ils s'énervent, ils commencent à vous traiter de négationnistes ou d'ennemis, etc., etc. Donc, ce qu'ils sont en train de faire au Congo, mais c'est ce qu'ils ont fait en Ouganda. Nous ne devons pas perdre de vue, ne perdons pas de vue que les criminels auxquels on a affaire aujourd'hui, c'est une génération de jeunes killing machines qu'on a formés en Ouganda. Et les Ougandais se sont fait avoir dans leur propre pays par des réfugiés, pas même pas par des nationaux, par des réfugiés. Museveni a pris un groupe de mercenaires, des immigrants rwandais, etc. Et il les a utilisés pour prendre le pouvoir en Ouganda et commencer à occuper les autres pays. Ils ont commencé par le Rwanda parce que c'était des immigrés rwandais. Ils se sont abattus sur le Rwanda en massacrant tout sur leur passage. Maintenant, dans le livre de Jidireva, vous avez à la fin les témoignages, les déclarations, les repentis du FPR. À la fin de ce livre, vous avez tout ce qu'il raconte, comment ils se mettaient en tenue des ex-FARC pour commettre des crimes et les imputer aux FARC. Donc au Congo, c'est sûr. Ils vont même se retrouver en tenue des FARDC. Ils vont même se retrouver en tenue des soldats de l'EAC. Ce sont des filous. Ce sont des filous. Les mafiosi sont habitués et ils sont formés tous à la même école. Hein. Ils ont reçu des formations de la part de la CIA, du M5 britannique, etc. Donc, ils savent très bien comment on fabrique des killing machines. Parce qu'il s'agit de ça. Donc, la guerre au Congo, on n'en avait pas besoin, puisque déjà Kagame exploitait. Même à l'époque de Habyarimana et de Kayibanda, les Rwandais ont toujours vécu au Congo sans aucun problème. Ils ont toujours profité du Congo, sans verser une seule goutte de sang. Maintenant, les Américains, les Anglais, ils veulent absolument dépeupler la région. Ah, ils ont lancé les killing machines dans la région avec une couverture tout à fait diplomatique. Comment expliquez-vous qu'un pays, c'est comme au Rwanda, on a eu la zone turquoise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avant que j'arrive. La zone turquoise, c'était une zone où était censé opérer la minoire. Mais ce n'était pas la minoire qui a travaillé dedans. C'est les membres du FPR en civil. Et ils se sont mis à massacrer. Ils massacraient tout le monde. Et maintenant, même dans le livre, on en parle. Dans les années 91-92, ils ont tué la population là-bas. Donc, parce qu'ils occupaient le terrain. Qu'est-ce qu'ils font au Congo? Ils essaient de tuer les intellectuels, les commerçants, les hommes d'affaires, etc. Et à la fin, puisque en fait, ils veulent en quelque sorte déclarer la République du Kivu. Ils vont la déclarer avec quoi? Après avoir exterminé la population locale et amener d'autres populations. C'est pour cela qu'ils se battent pour aller chercher, acheter, pour aller demander les immigrés en Grande-Bretagne, au Danemark, etc. C'est tous des projets d'extermination. Donc,
au fait, je ne soupçonne pas, je suis sûr et certain que les immigrés qu'on va chercher, c'est une population de remplacement. S'ils vont remplacer les Rwandais, parce que les Rwandais meurent de faim aujourd'hui, ils meurent de maladie, on les tue, etc. Ils ne se régénèrent pas, hein. Donc, ils ne vont pas ressusciter non plus. Donc, on cherche une population de substitution qui va remplacer et qu'on pourrait utiliser, qui va remplacer la population actuelle, donc les autochtones, et qui va, comment dirais-je, qui servira d'une armée de mercenaires ne connaissant pas la région, n'ayant aucune affinité, parce que ce n'est pas des Noirs africains. Donc, pour massacrer en Afrique, ça va aller très vite, hein. Ce n'est pas un problème. Donc, moi, je soupçonne ce projet. Vous avez vu emballer Hollande est parti, Macron est parti au Congo, même le pape. Tout le monde est allé faire la cour au peuple congolais. Mais finalement, pour quel résultat? Hervé Choseville va d'ici peu nous quitter parce qu'il a un autre rendez-vous. Je voudrais, tant qu'il est là, en profiter justement pour lui, pour le solliciter tant qu'il est là. On parle des crimes qui sont en train d'être commis en RDC. Les criminels sont en train d'être démasqués, notamment les crimes qui ont été commis, le crime qui a été commis à Kichiché. À Kichiché, mais le meurtre, nous allons parler un peu du meurtre de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, qui a été, lui aussi, tué, massacré sous un certain modus operandi par des gens qui, heureusement, ont été attrapés par les enquêteurs congolais. Et ce meurtre rentre dans disons, parmi les crimes mais ici, nous allons parler d'un crime d'un ambassadeur, M. Hervé Choseville. Vous avez voyagé dans pas mal de pays, vous avez vu, vous êtes allé même dans des pays en conflit, comme vous l'avez dit, en Mozambique ou même ailleurs. Mais un meurtre, un crime sur un ambassadeur, ça ne se voit pas partout. C'est presque sans précédent. Je me rappelle que, je crois, l'ambassadeur de France à Kinshasa avait été tué, si je ne m'abuse, mais c'était une balle perdue, je crois, pendant les... je crois que c'était des causes accidentelles. Je ne me souviens plus exactement durant quelle période. Il y a une vingtaine d'années. Mais là, oui, je me souviens, c'est vrai qu'on a dit que c'était une balle perdue. Voilà. Oui, était-ce vrai ou pas, je n'en sais rien. Mais là, c'était complètement différent. Ce qui s'est passé avec ce pauvre ambassadeur italien, c'est totalement différent, parce que là, on a certainement affaire à une opération qui avait été planifiée, une embuscade, tout simplement, une embuscade dans laquelle il est tombé. Et en m'exprimant ce soir, j'ai une pensée, bien sûr, émue pour lui, pour sa famille, pour le garde du corps, également italien, un carabinier, un officier des carabiniers, je crois, italien, et puis aussi pour le chauffeur congolais du PAM, puisque c'est un véhicule du PAM. Dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui, moi, personnellement, me dérangent, même si je n'étais pas présent au Congo ou dans la région des Grands Lacs lorsque ces crimes odieux ont été commis. J'ai organisé moi-même plusieurs visites d'ambassadeurs dans ce genre d'endroits ou de diplomates. Donc, je suis assez coutumier de ce genre d'opération. Comment se fait-il que l'ambassadeur était dans un véhicule du PAM et quasiment sans escorte, puisqu'à un moment, la voiture s'est retrouvée
coupé du reste du convoi, puisque lorsqu'on organise ce genre de visite de terrain, on n'envoie jamais un ambassadeur dans une voiture toute seule. C'est pas possible. Et il y a toujours un minimum de logistique sécuritaire qui font que la voiture de l'ambassadeur se retrouve au milieu d'un convoi. Or là, il semblerait, même si encore une fois, je n'étais pas sur le terrain et je n'ai pas été témoin des faits, il semblerait que cette voiture se soit retrouvée seule au moment de l'embuscade. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ou alors, il faudrait supposer que l'ambassadeur aurait commis une imprudence et que de son propre chef, il ait décidé d'aller faire une visite sur le terrain tout seul avec le chauffeur du PAM. Ça, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Donc, on a eu une sorte de complot, je dirais, qui a fait que, à un moment, la voiture de l'ambassadeur s'est retrouvée isolée et que l'embuscade a pu avoir lieu en ne visant qu'un seul véhicule, à savoir le véhicule Et de ce n'est l'ambassadeur. pas étonnant, pourtant, ce n'est pas étonnant, M. Choseville, parce que on parlait justement du niveau d'infiltration des éléments de Kagame Voilà. dans l'administration du Congo, Voilà. C'est pour ça que je parle du dans l'armée du Congo, Tout à fait. à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas étonnant Mais que... pas seulement l'armée, mais même le système onusien est aussi infiltré. Tout est infiltré, surtout dans l'Est du Congo. Tout est infiltré. Je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai moi-même travaillé dans le système onusien dans cette partie du Congo. L'infiltration, elle est là. Autre chose qui me dérange, et là je vais un peu vite parce que je vais, comme vous l'avez dit, je vais devoir bientôt partir, c'est la chose suivante. Pourquoi est-ce que c'est une cour militaire qui a été chargée d'instruire l'affaire et de juger les personnes qui ont été arrêtées? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une cour civile? Deuxième chose, est-on certain que les personnes qui ont été arrêtées soient réellement les auteurs de ce crime? Encore une fois, je n'étais pas présent, je ne peux pas ni dire que c'est le cas ou pas le cas. Mais ce que je sais pour avoir lu les dépêches d'agence, c'est que les personnes qui ont été condamnées ont tous nié vigoureusement et toute implication dans ces meurtres. Donc, est-on certain d'avoir les bons meurtriers? C'est la question que j'aimerais poser. Ils ont même dit, je crois, si j'ai bien lu, avoir été victimes de torture de la part des militaires qui instruisaient, qui les ont interrogés, et que s'ils ont avoué dans un premier temps, c'était sous la torture. Je pense donc que les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo ont commis une grossière erreur, ou alors ce n'était pas une erreur et ça fait partie, encore une fois, du complot, je n'en sais rien, mais en tout cas, je dirais qu'elles ont commis une grossière erreur en n'organisant pas un procès normal, avec une cour civile, avec suffisamment de garanties internationales pour s'assurer de la transparence à la fois de l'instruction et du processus qui a conduit à leur condamnation. Il semblerait même, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, que certains témoins n'ont pas été entendus par cette cour militaire. Donc, tout ça, ça amène, comment dirais-je, ça amène des doutes, ça amène plus que l'ombre d'un doute sur la totalité de ce processus judiciaire. Et je le regrette, parce qu'on doit à la famille de l'ambassadeur, on doit à la famille de l'officier carabinier, on doit à la famille du chauffeur congolais et je dirais à tout le peuple congolais et le peuple italien, on doit la vérité. Et je ne suis pas certain que ce processus devant une cour militaire congolaise ait permis la manifestation de la vérité. Vous parliez de ce qui vous a choqué, ce que vous avez trouvé
de louche ou de pas clair. Moi, j'ajouterais à tout ce que vous avez dit que je ne comprends pas comment l'Italie, l'Union européenne, les institutions ou les organisations des diplomates dans le monde, comment ils n'ont pas su influer sur les institutions pour qu'il y ait un procès de niveau international à la hauteur de la personne, de la personnalité qui a été massacrée. Je pense que il est c'est quelque chose. Un ambassadeur, c'est un autre pays, il représente un autre pays. Donc, c'est une déclaration. Il représente le président de la République italienne au Congo. C'est le représentant du président de la République italienne. Ça équivaut à ce qu'on aurait tué le président de l'Italie au Congo. C'est quelque chose normalement qui devait être beaucoup plus pris au sérieux que. Vous vous rappelez de l'affaire du soufflet contre le consul français à Alger en 1830. Le dey d'Alger aurait souffleté, c'est-à-dire giflé, le consul de France à Alger. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, la France est intervenue militairement et a conquis l'Algérie. L'assassinat de l'Autrichien qui a été à la base de la Première Guerre mondiale. Exactement, l'archiduc normalement, oui. C'était une déclaration de guerre, en tout cas à l'Italie. Absolument. Je ne comprends pas, hein, vous avez dit ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne trouviez pas clair. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment un pays comme l'Italie, qui est dans l'Union européenne, soit attaqué de telle manière et que la troisième puissance de l'Union européenne. Voilà. Et qu'on laisse un procès dans la brousse du Congo se dérouler, voilà, avec. L'Union européenne a des moyens de contrôler les communications. Ils ont des satellites. Le Congo, les juges congolais et les enquêteurs congolais n'ont pas de satellites. Ils n'ont pas de moyens de faire des enquêtes d'envergure pour, en tout cas, l'assassinat d'une telle personne. N'oubliez pas malgré tout que l'Italie est membre de l'OTAN et qu'elle abrite un certain nombre de bases militaires américaines sur son territoire. Et que donc l'Italie n'est pas à l'abri de pressions éventuelles venant du pays que je viens de mentionner. Enfin, tout est possible, mais je pense que se laisser faire, c'est prêter flanc à ces assassins pour que demain et après-demain, ils continuent Je pense que si nous, les pauvres populations de cette région, nous devons passer des nuits sur des émissions, si nous devons écrire des lettres à des institutions, je ne vois pas comment la grande Italie, la puissante Italie, en tout cas, ne l'ait pas fait. C'est laissé faire, malgré les puissants. Quand même, l'Italie, ce n'est pas un pays qu'on peut imposer ceci ou cela. L'Italie a aussi des moyens de faire pression à certaines grandes puissances. Oui, mais les États-Unis veulent-ils faire pression pour la manifestation de la vérité? Il faut poser cette question. Je ne suis pas certain que les États-Unis ont cette volonté-là. Et les États-Unis, eux, ont des moyens d'influer sur l'Italie. Bon. Moi, j'ai une opinion. On a voulu les couvrir comme pour le massacre des Espagnols. L'Espagne aussi, c'est un pays membre de l'Union européenne. On a massacré 9 Espagnols, 9, oui, en toute impunité. Et même lorsque les mandats d'arrêt sont sortis, personne ne les a donnés, ne les a pris au sérieux. Donc, c'est terrible. Absolument.
Le Oui, pilote Théobald. français. Oui, bon, moi j'ai Ça, c'est. une autre Il y a opinion. trop d'impunité. J'ai une autre opinion sur justement cette procédure qui a débouché sur une condamnation. Parce que d'abord, un procès équitable suppose une égalité des justiciables. Encore que, justement, ce procès a commencé une année d'instruction après. Donc, on a commencé une instruction et le parquet, le ministère public a soupçonné directement les groupes armés. Comme les groupes armés. Bon, le groupe armé précis, parce qu'ils ont parlé, ils ont tout de suite, désigné le FDLR. à Coréacri, dit que c'est le FDLR qui avait assassiné l'ambassadeur. Ça, c'était la première version. Mais justement, ce qui s'est passé, c'est que même le comportement de certains officiers congolais, après l'annonce de ce meurtre, c'était qu'ils ont crié. Donc, ce n'est pas n'importe qui a désigné les FDLR. C'est le ministère des Affaires étrangères congolais qui a déclaré que les FDLR étaient responsables de ce meurtre avant même que les enquêtes préliminaires n'aient commencé. Après après une année d'enquête, ils sont retrouvés devant le M23. Et moi, je parle de comme ce sont des combattants, ils sont justiciables devant des juridictions militaires. Donc, c'est pour ça que ils ont été jugés comme des combattants, comme des gens qui ont été faits prisonniers et qui étaient rattrapés dans l'enquête. C'était des combattants du M23. Donc, de là, ils sont justifiables, des prisonniers de guerre. Ils font partie des prisonniers de guerre qui sont justiciables devant des tribunaux militaires. Et c'est pour cela que le tribunal qu'on peut prendre comme le tribunal de première instance, c'est le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa qui a été désigné. Donc, au départ, je trouve que pour l'égalité pour l'équité des procès, il fallait que ça commence par là. Ce n'est pas nécessaire que, parce que c'était un ambassadeur, que ça prenne d'autres formes. Donc, ils ont... Et là, si après, les présumés coupables ont nié, mais avant, ils avaient avoué. Et il y avait des vidéos sur lesquelles ou qui donnaient des preuves suffisantes de leur culpabilité. Là, ils ont été jugés par un tribunal militaire, ce qui est juste, mais ces prévenus ont été assistés aussi. Ils avaient des avocats. Bon, paraît-il qu'il y avait un seul avocat là, mais un seul avocat pour si prévenus, je pense que c'est très peu aussi. Mais là, ils ont bénéficié de ce que je peux appeler un procès équitable. Alors qu'ils aient eu à nier et qu'ils aient dit qu'ils ont été torturés, là, la torture, là, elle est prohibée dans les agissements, justement vers un procès équitable. Là, c'est à déplorer. Mais tout au départ,
qu'ils aient été jugés par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe, là, c'est dans la voie normale. Oui, merci, monsieur Théobald Rutimonza, pour ton point de vue. Je vous dis au revoir, moi, je dois vous quitter. Hein. Oui, en tout cas, merci Hervé Joséville d'avoir été avec nous. Ça sera encore un plaisir de vous revoir dans une autre. Merci, au revoir à vos autres invités et à vos vidéospectateurs. À bientôt. Merci, passez une excellente soirée chez vous. À la prochaine. Merci de même. Merci. Voilà, chers amis, donc notre invité Hervé Joséville avait un autre programme à respecter. Donc, nous nous inclinons devant son départ. Mais comme vous le suivez, vous suivez l'émission, nous sommes sur une discussion de la compétence du tribunal qui a jugé ces 6 personnes censées avoir tué l'ambassadeur italien. Justement, M. Rutimonza Théobald, dans son point de vue, trouvait que le tribunal militaire de la Gombe suffisait pour juger ces personnes. C'est un point de vue qu'on peut respecter, mais il y a aussi le profil de, comme on l'a dit, de la personne qui a été... C'est pas un crime comme des crimes de national à national. Là, ça se comprendrait que ce tribunal puisse être le seul à... mais c'est un crime d'État, si on peut dire ça comme ça. Un ambassadeur jouit, même le sol qu'il touche, même l'ambassade, même partout où il va, il jouit de l'immunité que jouit le président qu'il a envoyé. Donc, je trouve que, en tout cas, d'ailleurs, M. Théobald, tu le dis bien, justement, si l'enquête, tu doutes déjà des résultats de l'enquête, de comment l'enquête a été, mais tu t'imagines si on emprisonne les gens qui n'ont pas tué exactement l'ambassadeur. C'est grave. On aurait aimé que les vrais criminels qui ont fait cet acte soient identifiés, mais le tribunal de la Gombe va voir. Moi, je le connais. moi, je le connais. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire des enquêtes, les enquêteurs, vraiment les parquets et la police, est-ce qu'ils ont les moyens de faire une enquête sérieuse pour attraper les vrais coupables? La preuve, c'est que toi-même, tu en doutes. Moi, je dis que les officiers qui ont mené des enquêtes, ils ont de l'expérience, ils sont nommés officiellement, ils sont des professionnels. Donc, que la compétence de ce tribunal, qu'ils soient des Congolais. Moi, je reconnais que parmi les Congolais, il y a des personnalités compétentes pour juger un cas comme celui-là. Bon, pour ce qui est du rang de l'ambassadeur, moi, je dis ces pressions qui devraient être exercées pour influencer le jugement ou pour influencer qui que ce soit. Moi, je les déplore. Un tribunal doit être... Personne n'a parlé de pression. Personne n'a parlé de pression. Nous allons mis en doute
les capacités de faire une enquête sérieuse de ces institutions. Toi-même, tu dis, voilà, le résultat, tu en doutes. Mais ce que je doute, ce que j'ai mis en doute, c'est plutôt les tortures qui ont été utilisées, parce que les détenus ont dit qu'ils avaient été torturés. Je crois que peut-être c'est vrai, moi je n'y étais pas, mais quant à la compétence ou à la capacité de ces juges de mener des enquêtes crédibles, moi, je ne vois pas pourquoi une enquête ne serait pas menée par des magistrats congolais. En plus des militaires qui sont formés. Ce n'est pas parce qu'ils sont congolais que nous doutons de leur capacité. Non. C'est parce que nous savons les moyens qu'ils ont. Et il y avait moyen d'utiliser des institutions qui avaient plus de moyens. Ce n'est pas pour ce procès seulement qu'on l'aurait fait. Tous les pays sous-développés ou, je sais pas, du tiers-monde, dans certains cas où ça demande une technicité qu'ils n'ont pas, ils font appel à des institutions internationales compétentes. Pourquoi on a fait le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha? On pouvait dire, voilà, allez être jugé chez vous au Rwanda. Par les à Kigali, il y a des Gacaca qui jugent des gens. Oui, pourquoi est-ce qu'on a mis le tribunal pénal international? La question de volonté, donc, il y a la volonté de vouloir juger les gens, mais aussi il y a justement, est-ce qu'ils ont des moyens? Si on n'a pas de moyens, on a recours aux experts. On peut recourir aux experts internationaux ou nationaux, mais cela voilà, on converge. Quand on n'a pas les moyens, on fait appel. Non, le juge qui fait appel à un expert ne va dire que ce n'est pas lui qui va juger. Là, c'est question d'enquête. Il faut être au courant de ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'enquête en question, mais si, enfin, moi, quand je parle des délais, les délais sont raisonnables. Le meurtre a eu lieu en 2021. L'instruction a duré une année. Et puis, le procès aussi a repris l'année suivante. Et dans l'année où le procès a commencé, il y a eu un jugement qui est tombé et les concernés, notamment le père de l'ambassadeur, étaient satisfaits, à part que les dommages qu'il réclamait n'étaient pas peut-être, parce que lui demandait 60 millions, je crois, on ne lui a attribué que 2 millions. Donc, il y a ce déséquilibre entre la demande et ce qui a été accordé. Mais je juge compétent ce tribunal et je ne trouve pas pourquoi on devrait recourir à d'autres soi-disant experts internationaux qui... Bon, de toute façon, nous avons donné des raisons. Nous avons donné des raisons de recourir à des institutions plus compétentes, plus qualifiées. Tu peux ne pas croire en ces raisons, mais c'est la pratique. C'est comme ça que ça se fait, surtout quand c'était un cas avec beaucoup de doutes. M. Théobald, nous parlions tout à l'heure des infiltrations des institutions du Congo. La justice n'en fait pas exception. Les enquêteurs, les organes d'enquête n'en font pas exception. Vous croyez que ça ne peut pas avoir un impact? Mais écoutez,
qui pourrait venir, justifier, justement, le recours à d'autres vous, enfin, tu as donné l'exemple du TPIE. Et les fautes qu'on retrouve dans ces jugements, des injustices qu'on retrouve là-dedans. Je crois que on a assisté une fois à un colloque, vous étiez là, tu étais là, où on démontrait noir sur blanc comment ces types étaient infiltrés, comment des juges internationaux étaient infiltrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Théobald. Alors, si ces gens infiltrent jusqu'au niveau du tribunal pénal international pour le Rwanda, pense maintenant à l'infiltration qu'ils peuvent faire, à comment ils peuvent changer les choses au niveau du petit parquet de Goma ou de je ne sais pas quoi, ou de la police de Goma. Ça, donc maintenant, plutôt attaquons-nous à ce système qui pratiquement est paralysé. C'est tout le système, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Parce que partout, on ne voit pas de genre de procès équitable comme il faut. Bon, de toute façon, la justice, moi, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est que les Congolais auraient été humbles et auraient mieux fait pour trouver la vérité. Tout le monde ici est d'accord que on a des doutes sur les résultats de l'enquête, le verdict du tribunal, alors que vraiment, vu la personnalité qui avait été assassinée, vu, disons, les droits dont ils jouissaient, je pense qu'ils auraient mieux fait. Voilà, je pense qu'on peut clôturer par là, mais Joseph Matata, tu vas prendre la parole, mais essaie de penser à ceci. Bon, tout simplement, le problème dans cette région, c'est toujours les grandes puissances qui ont choisi ce petit noyau de criminels pour l'utiliser dans la région. On le protège par tous les moyens. On a vu, le tipeur n'a jamais touché un seul cheveu aux criminels du FP. Ce sont eux qui remportent la plus grande partie des crimes commis au Rwanda et en RDC. On a vu comment la justice espagnole, qui a bien instruit pendant des années les dossiers pour les ressortissants espagnols qui ont été assassinés au Rwanda, et quand les mandats d'arrêt sont sortis, qui sont les premiers pays qui ont bloqué, c'est les Américains et les Anglais, qui ont justement élu, qui ont choisi ce petit groupe depuis l'Ouganda pour massacrer. Les crimes qu'ils ont commis en Ouganda, ça n'a jamais été puni. Peut-être qu'un jour les Ougandais mettront un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en Ouganda contre des citoyens rwandais par des criminels qui sont ici justement des exilés Tutsis du Rwanda. Donc, ça c'est clair. Au Burundi aussi, il y a eu aussi des assassinats des Burundais par les réfugiés rwandais qui étaient partis de chez eux et qui faisaient partie des, comment dirais-je, des escadrons de la mort. Cette histoire, elle est liée aux intérêts des grandes puissances. Donc, l'impunité est assurée et tant que ces grandes puissances continueront à couvrir pour des intérêts cachés ou non cachés dans la région, ça ne va pas s'arrêter. Vous avez appris déjà que la République centrafricaine s'est attaquée aux Chinois. On dit que ce sont des rebelles. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour qu'on va trouver que ce sont des soldats de Kagame qui vont attaquer les Chinois pour le compte d'une puissance étrangère qui a besoin de chasser les Chinois dans la région. Donc, je m'arrête là. C'est une question d'impunité qui est là. Les grandes puissances, s'ils avaient voulu venger la mort de l'ambassadeur, en moins de 3 mois,
ils auraient trouvé les coupables, ils les auront poursuivis, ils les auront châtiés. Donc, ils laissent les Congolais se débrouiller. Ils vont essayer de les ridiculiser au maximum, comme d'habitude. Mais c'est une question d'assurer l'impunité à ce petit groupe qu'ils utilisent, on ne sait pas jusque comme, à moins que les Africains eux-mêmes, les puissances africaines, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et d'autres pays de la SADC, décident absolument de s'occuper de ce petit noyau de criminels, à commencer par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui vient s'opposer en sauveur. Donc, c'est le rapport mapping, tout ça, c'est des crimes. Hein? Donc, ajouter un ambassadeur, ajouter quelques Canadiens, quelques Espagnols, mais pour les grandes puissances, eux, ils regardent ce qu'ils retirent dedans. C'est les moyens, tout ce qui pille au Congo. Je crois que c'est une histoire de ça. Voilà. Merci, Joseph. Avant que tu ne prennes la parole, je voulais te dire justement mais tu l'as dit un petit peu, mais pour le dire clairement, nous avons vu les agissements ou les moyens d'aller assassiner les gens, des personnalités dans un milieu pour attribuer ces crimes à ceux qui ne... aux adversaires, oui. Parce que c'est les adversaires, les Congolais. Tu classes cette affaire de l'ambassadeur d'Italie dans le même cas, c'est un même modus operandi. Est-ce que les Congolais auraient tout de suite, après l'avoir assassiné, si jamais c'était des Congolais, est-ce qu'ils auraient tout de suite accusé le FDLR et les FARDC de l'avoir assassiné? Donc, c'est ça, c'est là que réside, même sans faire de grandes enquêtes, je pense qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. Ben, l'officiel congolais, il a été démis de ses fonctions quelques jours après avoir annoncé que ce sont les FDLR sans enquête, sans quoi que ce soit. Mais nous ne devons pas oublier que dans les habitudes du FPR, ils sont habitués à tuer les gens et attribuer les crimes à leurs adversaires. On a vu le massacre des touristes dans le parc de la Rwindi. Mais ils ont envoyé trois pauvres Hutus torturés qu'on a envoyés aux États-Unis pour dire voilà, le FBI rwandais, les grands enquêteurs rwandais ont arrêté les coupables. Et puis, après plusieurs années, les Américains ont découvert que c'était faux, c'était un mensonge. Kagame voulait se présenter en Sherlock Holmes ou à l'enquêteur Columbo, dans les films là de Columbo. Donc, c'est quoi? Ils aiment bien jouer à ça. Mais j'espère que les Congolais n'ont pas joué aussi au Colombo là. J'espère qu'ils ont trouvé les bons coupables. Mais sinon, ça ne m'étonnerait pas. La région elle est minée par le noyau de nos frères du Rwanda qui ont de l'expérience depuis les années 80 en Ouganda. Donc, ils savent très bien. Ils ont été formés, comme je le dis dans le livre ici. Ils expliquent eux-mêmes au tribunal qu'ils ont été formés par les agents de la CIA et des services secrets britanniques, le M5. Ils le disent, hein, ils ont reçu des formations des Israéliens, justement. Et ce qu'ils le disent, ce sont ceux qui ont été utilisés comme killing machine. Donc, les escadrons de la mort qu'on a utilisés pour massacrer au Rwanda, dans la zone tampon, et plus tard, dans les zones qu'ils ont conquis tout au long de la guerre d'extermination, la guerre d'avril à juillet. Donc, il explique. Ce sont des techniques qu'on apprend, etc. Donc, et ça ne m'étonnerait pas qu'au Congo, c'est le même virus, puisque le pouvoir congolais, malgré tout, il a été installé au Congo par Kabarebe, etc. Donc, c'est les mêmes méthodes. Ils peuvent vraiment inventer, créer inventer ou désigner des coupables, tout donner pour aussi dire que la justice congolaise travaille bien, alors que ça peut être aussi de fausses accusations ou un faux procès, un simulacre de procès.
comme on en a eu sous d'autres cieux, et surtout comme on en a eu au Rwanda. Merci, Joseph. Monsieur Théobald Rutihunza, le modus operandi, je pense que les Rwandais le connaissent. Bon, ce qui s'est passé justement pour cet ambassadeur, c'est quelque chose d'habituel parce qu'il a été tué. Pourquoi? Parce que le Rwanda accusait la RDC d'être un État défaillant, un État incapable de protéger sa population et incapable de remplir ses devoirs régaliens. Ça, c'était l'accusation. Et pour le démontrer, pour frapper très fort, ils ont passé par justement une grande puissance. L'Italie est un des États importants de la communauté de l'Union européenne. Il est fondateur de la communauté européenne. Eh bien, ils ont directement accusé les FDL. Mais c'est dans quel contexte? On se rappelle bien que c'est au moment où les services de sécurité rwandais et congolais voulaient entamer une collaboration totale en matière de sécurité. Et justement, le conseiller spécial du président Tshisekedi, du nom de François Béat, venait de faire le tour il venait d'être reçu à Kigali. Il venait aussi de recevoir ou d'accueillir un sommet des chefs d'état-major pour discuter de ces questions de sécurité. Juste après annonce de cet assassinat, il a organisé une rencontre avec les ambassadeurs, tous les ambassadeurs accrédités au Congo. Il a offert un dîner au cours duquel ils ont affirmé que c'était les FDL qui avaient massacré, qui venaient de tuer l'ambassadeur. Donc, tout l'Occident, tout l'Occident était sensibilisé sur cette question, que c'était les FDL qui ont massacré, qui ont tué, qui ont assassiné l'ambassadeur. Et sans donner les raisons, est-ce que les FDLR avaient quoi comme grief pour tuer l'ambassadeur? Justement, il n'y avait... C'est incroyable. Non, c'est pour les diaboliser qu'ils avaient justement la nature de tueurs. Sont des tueurs par nature. Ils tuent qu'ils voient. Comme le disait l'autre, le killing machine, sont eux qui devenaient les killing machines à la place des vrais. Donc, ils ont utilisé la diffamation et la désinformation pour justement atteindre le but de classer l'État congolais comme un État défaillant, incapable de protéger sa population. Et là, c'est tout juste l'inculpation prononcée contre le Congo par le président du Rwanda. Il dit que ce sont des gens incapables qui ne peuvent rien, justement parce qu'il les a infiltrés et il les a infiltrés à tous les niveaux, jusque dans le bureau du président. Ça, c'était un conseiller, c'est le conseil spécial du président. On vous dira que l'autre qui s'appelle, je ne sais pas, Belele ou Kelele, qui était aussi conseiller spécial du président, qui plutôt travaillait pour le Rwanda, beaucoup plus qu'il ne travaillait pour le président congolais.
on vous dira aussi que parmi les députés, actuellement, il y a un Bwana Chouchou qui est en prison, mais qui a siégé dans l'Assemblée nationale depuis des années, mais au seul profit du Rwanda. Et il n'est pas le seul, c'est sûr qu'il y a Il n'est pas d'autres, le seul. certainement. Vous avez Il était d'autres. président d'une commission. Justement, il est président d'une commission, mais on soupçonne aussi qu'il était présidentiable. Voilà. On soupçonne qu'il pouvait même devenir président de la République. C'était bon. Donc, si vous avez vu l'arsenal militaire, l'arsenal de guerre qu'il possède, c'est lui, c'est impressionnant. Alors qu'on dit que le Congo est victime d'embargo qui est là depuis la fin de Mobutu. Donc, on a l'embargo, ce n'est pas l'embargo actuel, c'est l'embargo qui leur a été imposé depuis le départ du général Mobutu Sese Seko. Donc, mais il y avait des gens comme Bwana Chouchou, Edouard, qui sont en possession d'arsenal militaire incroyable. Et là, ils ont tous des ramifications avec l'État rwandais. Des militaires qui n'ont des généraux, qui n'ont pas eu d'autres mérites pour acquérir ce grade que d'avoir participé à une rébellion. Donc tout cela fait que... Et il y avait aussi Yav qui était le chef de toutes les opérations militaires qui se passaient dans le nord Kivu et le sud Kivu. Ouais. Et on l'a pris la main dans le sac avec un téléphone avec qui il parlait, avec Kabarebe. Il organisait toutes les opérations du Kivu sous les ordres de Kabarebe. Voilà. Des opérations censées arrêter le M23. Donc, si maintenant on parle de la défense justement de l'État congolais, qui n'est pas capable de mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est une réalité frappante. On ne peut pas se permettre d'avoir justement tous ces hauts gradés, tous ceux qui travaillent pour un État étranger, sans se soucier du bien-être de la population. Et si on revenait un peu sur justement le M23, qui tantôt fait la guerre, tantôt dépose les armes, disant qu'il est parti, alors qu'il est toujours là, sans uniforme. Mais ça, tout ça, ça constitue des crimes de guerre. La guerre n'est pas interdite en droit international. On peut se battre. Mais la guerre a des règles à observer, justement pour ne pas tomber dans les crimes de guerre, dans les crimes contre l'humanité. Et tous ces crimes-là qui sont commis, ce ne sont pas seulement des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité, parce qu'ils s'adressent aux civils qui n'ont aucun moyen de défense. Donc, oui, on va bientôt arriver à la fin de cette émission, de cette courte émission. Nous avons fait, je crois, le tour de la question que le désordre a toujours été causé par le Rwanda. Cela ne se discute pas. Que les crimes ont été commis par l'armée du FPR, l'armée de Kagame, cela ne se discute plus parce que c'est noté, c'est enregistré partout aux Nations Unies. Ce n'est pas la radio Rumuri qu'on le dit. Maintenant, nous allons terminer par les mises en garde. Vous savez, nous sommes ensemble dans un collectif de la société civile
dans un même collectif. Nous avons écrit au gouvernement congolais. Nous avons dit, voilà, ces gens-là, nous les connaissons. Voici leur modus operandi. Ils opèrent comme ça. Faites attention à ceci. Ils opèrent comme ça. Faites attention à cela. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez un changement de la part de la naïveté parce que, bon, je ne veux pas, parce qu'on va clôturer, mais je ne vais pas ramener la lettre ici qu'on a écrite, et ce n'est pas la seule. Mais on dit, voilà, nous connaissons ces gens, nous les avons vus à l'œuvre. Ils ont tué nos frères, nos sœurs, nos compatriotes. De cette manière, ils agissent comme ça. Kagame, c'est quelqu'un qui ne s'avoue jamais vaincu. Il te dit, voilà, je suis vaincu, je m'en vais, mais il ne s'en va pas. Il ne faut jamais croire à ce qu'il te dit. Donc, tout ça, nous avons mis noir sur blanc pour mettre en garde le président Tshisekedi et son gouvernement. Est-ce que vous croyez que ça leur a servi de quelque chose? Commencerons par Joseph Matata. Bon, je crois que les Congolais ont des problèmes comme les nôtres. Comment imaginez-vous que 29 ans en exil, nous sommes toujours infiltrés et désorganisés par Kagame? Alors que nous sommes les premières victimes. Alors les Congolais, moi je les plains. Les Congolais sont des gens bons de nature, sont des gens accueillants. Or, ils ont eu le malheur de cohabiter, d'être des voisins d'un pays, d'une société destructrice qui aujourd'hui est gouvernée par une bande de criminels notoires formés en Ouganda, impliqués dans les crimes et qui sont en quelque sorte vaccinés contre tout bon sens, contre toute lucidité, toute logique. Pour eux, ce sont des tueurs, des killing machines, comme ils le disent eux-mêmes. Donc, les Congolais, pour s'en sortir, il faut qu'ils changent aussi de mentalité. Comme nous autres, nous aussi, nous devons changer de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, on ne s'en sortira pas. Quand je vois tout ce qui passe sur WhatsApp, etc., sur Internet, nous perdons beaucoup plus de temps dans des luttes intestines plutôt que de combattre un régime totalitaire, criminel, sanguinaire, etc. Donc, les Congolais, je pourrais dire même, depuis le réveil du président Tshisekedi, il faut leur donner un peu le temps. Il faut aussi que, moi je n'ai jamais vu par exemple un Congolais venir chercher des informations à nos côtés. Je ne sais pas si toi, ils essaient de t'en demander et à quoi ils servent. Parce que nous avons dès le début, parlé justement de cette offensive, de cette attaque, cette agression, la énième du genre sur le Congo, l'extermination des populations congolaises. Nous en avons fait les frais. L'expérience, elle est du côté des tueurs. Ils sont habitués à tuer et à faire porter le chapeau à leurs adversaires. Comme on est ici avec l'ancien préfet de Tchangourou, on lui a tué un bourgmestre, Madame Anne Mukandori. On lui a tué un bourgmestre comme ça, hein, et ils ont eu le culot de dire qu'il a été assassiné par les Inérams venus du Congo. Alors que la dame en question cohabitait avec un campement militaire à côté, un campement des soldats de Kagame. Et quand il y a eu le procès, quand le mari a intenté le procès légalement, qu'est-ce qu'on a fait? La justice rwandaise l'a cochonné en quelque sorte, si je peux utiliser le mot. Donc, on a affaire à des criminels, à moins que le bon Dieu puisse leur rendre visite et les transformer. Mais on a vraiment affaire à des criminels et tous les peuples de l'Afrique devraient s'en préoccuper et s'en occuper. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. C'est bien dit, Monsieur Joseph Matata. Une fois qu'on connaît la nature de son adversaire, je pense qu'on devrait se comporter autrement et s'adapter aux usages ou alors aux habitudes ou à
à la nocivité de son adversaire. Les Rwandais, il y en a qui sont encore dans les nuages, qui ne savent pas qu'ils sont à l'air. Mais bon, c'est la nature humaine. Ce ne sont pas des Rwandais. Même en France, même ici en Belgique, il y a des gens qui sont un peu ignorants de ce qui se passe autour d'eux, qui ne prennent pas la vraie valeur ou la vraie ampleur de certains événements, tout ça. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. Les pauvres Congolais, c'est déjà un grand pas qu'ils ont fait, je pense, que de pointer du doigt justement leur ennemi. Je pense que ça commence par là et espérons que ça va évoluer de plus en plus une fois qu'ils ont identifié leur ennemi. Pour conclure, M. Théobald Rutihunza, qu'est-ce que tu dirais aussi justement de l'attitude des Congolais actuellement devant leurs ennemis? Bon. Comme tu le dis, nous avons adressé des messages d'avertissement aux autorités congolaises, leur indiquant justement l'erreur qu'elle commettait. Malheureusement, ce gouvernement est plein de top originaires des accords de paix qui ont été imposés. Et finalement, ce sont ces taupes qui sont arrivés au sommet du pouvoir. Si nos messages n'ont pas reçu l'écho attendu, c'est que justement nous ignorons dans quelles mains ils sont tombés. Vous envoyez un message, le message tombe dans les mains d'une taupe ou des taupes. Là, il n'ira pas plus loin. C'est comme justement ce que nous dit, les rapports mapping, les procès, ces procès dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de plainte. Pour qu'on ait une plainte, c'est qu'il y ait eu, plutôt pour qu'on ait un procès, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui se soit plaint. Eux laissent comme ça. La situation ne s'envenime pas parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. Ils sont restés là. Plutôt, ce que nous avons reçu en réaction, ou ce que moi j'ai vu, c'est que les Congolais ont tendance à considérer tous les Rwandais comme faisant corps commun pour les agresser. Donc, ceux qui prennent conscience de ce qui se fait se méfient. Ils se méfient. Si on ne les voit pas venir demander, c'est qu'ils ne savent pas. Mais parce que même justement ces taupes les déroutent. Ils ne savent pas est-ce que vous allez là ou vous n'irez pas. Donc, ils préfèrent se méfier et se résoudre à attendre. Pour conclure, ce que moi je peux demander, c'est ce que j'ai toujours dit, les Congolais n'attendront pas le salut de l'extérieur. Il ne viendra jamais. Il s'agit d'eux qui devront prendre le devant, qu'on amène les soldats de la MINUSMA, MONUSCO, les Ougandais, tous, il faut les traiter comme des étrangers qui d'abord servent leurs intérêts propres. Mais si les Congolais veulent sauver leur pays, c'est à eux
de se lever comme un seul homme et de se battre pour l'unité de leur pays. Donc, vous voyez maintenant ce qui se passe avec les élections. Il y a maintenant des conflits. Ils ont commencé à s'entre-déchirer. Et là, ça concourt, ça va dans le sens de ce que demande, de ce que désire le président Kagame, qui est pratiquement leur premier ennemi. Donc, moi, je leur demande de se lever, d'oublier je pourrais dire leur truc interne, leurs haines internes, et d'œuvrer ensemble pour le salut du Congo. Merci beaucoup, cher Théobald Rutihunza. Même dans la lettre qu'on leur a écrite, je pense qu'il y a un chapitre, un paragraphe qui parlait justement des expériences, de telles expériences que nous avons vécues au Rwanda et qui nous ont porté mauvaises conséquences. Je vous remercie donc à tous les deux, cher Matata Joseph, Théobald Rutihunza, Hervé Choseville. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Merci beaucoup de l'apport que vous avez, un grand apport que vous avez apporté à cette émission. Voilà, quant aux Congolais, nous n'allons pas nous fatiguer de leur prodiguer conseil parce que ce sont nos frères et quand ils souffrent, nous souffrons aussi. Et à la radio Rumuri, je pense que ça va dans l'air, il capte, ça ne tombe pas seulement dans les oreilles des infiltrés, ça peut tomber aussi ça tombe aussi dans les oreilles des Congolais, alors qu'ils en tirent profit. Et je pense qu'ils en tirent profit quand même, parce que Tshisekedi, lorsqu'il s'entichait de Kagame au début de son mandat, nous avons crié, nous lui avons dit, voilà, tu te jettes dans la gueule du loup. Et il a trouvé que nous avions raison. Donc, il a retourné sa veste, il a pointé du doigt comme étant son ennemi. Je pense que ce que nous faisons, quand même, même si ce n'est pas comme autant que nous le voulions, mais ça porte quand même quelques résultats. Merci beaucoup pour cet apport, ce souci que vous avez pour nos amis de la RDC. Et on se quitte ici donc en vous souhaitant une bonne santé. Bonne soirée, Joseph Matata. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à Rutihunza et à toi-même.